Écoutez, on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous pour ce deuxième débat de la journée d'inauguration de l'édition 2021 du bilan mondial de l'action climat non étatique et en particulier des territoires qui vient d'être publié par l'association Climate Change ce lundi 6 avril. Ce rapport est disponible sur le site internet depuis lundi. On va vous transmettre le lien si ce n'est déjà fait dans le chat. Je m'appelle Antoine Gillot, je suis chargé de recherche pour l'Observatoire Climate Change. Je suis l'un des co-auteurs de ce rapport avec mes collègues Amaury Parel, Tania Martha Thomas et Samuel Laval qui se trouvent avec nous aujourd'hui. Et donc, nous allons essayer ensemble de découvrir un petit peu quelles sont les tendances, les signaux faibles et les bonnes pratiques qui ont été identifiées dans ce bilan qui vise à présenter en quelque sorte les continuités, les ruptures de l'action entre l'année 2019, l'année 2020, en prenant en compte évidemment le Covid-19, mais pas seulement. L'idée étant de continuer à pousser une ambition haute pour l'action climat auprès des territoires, des gouvernements locaux et infranationaux. Je vous rappelle sur des questions techniques qu'il y a une traduction disponible pour écouter ce débat. Il vous suffira de choisir votre langue avec le bouton interprétation qui se trouve dans la boîte à outils, enfin dans la barre d'outils en bas de votre écran. Translation is available for English-speaking people. You can just press the button for translation down the window in the toolbox and choose your language. Thanks, Grégoire, our translator, for being here. Cette session est enregistrée. Vous pourrez donc la réécouter et la regarder à nouveau en replay dans les jours qui suivent sur le site de Climate Change. Et puis, je vais sans plus attendre laisser la parole à mon collègue Samuel Laval, co-auteur de ce rapport, donc, et qui va nous présenter un petit peu les éléments d'analyse qui ont construit cette section particulière du bilan qui est dédiée aux liens et aux interactions entre l'agenda 2030 et l'accord de Paris, c'est-à-dire entre les enjeux du changement climatique et les objectifs du développement durable. Samuel, je te mets ta présentation PowerPoint et c'est à toi. Est-ce que je peux juste dire un mot pour vous féliciter? Excellent rapport, bilan. Vraiment, et puis ça m'a beaucoup aidé dans ma préparation pour le maire de Nice. Merci beaucoup. Merci. Très gentil. Excellent travail, très clair, très voilà. Eh bien, c'est toujours très agréable de recevoir de tels compliments, donc un grand merci. Brenda, et merci à vous. Au maire de Nice. Alors, j'espère que vous voyez tous convenablement mon écran. Je vais lancer la présentation. Voilà. Samuel, c'est à toi. Merci beaucoup, Antoine. Donc, effectivement, débat de l'après-midi consacré à l'analyse du chapitre sur les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, simplement, rapidement, pour remettre les objectifs de développement durable dans le contexte, histoire, voilà, si jamais il y en a qui ne connaissent pas bien le contexte. Donc, c'est l'ONU a adopté en 2015 une résolution qui s'appelle « Transformer notre monde » et qui présente l'agenda 2030 qui est constitué de 17 objectifs de développement durable que vous pouvez voir ici à l'écran. Et ces objectifs sont associés à 169 cibles et encore plus d'indicateurs pour un peu suivre l'action. Donc, cette année, dans le bilan territoire, on ne pouvait pas ne pas parler des ODD, des objectifs de développement durable, parce que 2020 a été une année charnière dans leur mise en œuvre et pour le rôle des gouvernements locaux dans cette mise en œuvre, auquel on s'intéresse particulièrement dans ce rapport. Déjà parce qu'on est à 10 ans de l'échéance, hein, l'agenda 2030, ces objectifs doivent être atteints en 2030. Donc voilà, ça devait déjà être une année charnière pour accélérer l'action et la mise en œuvre des ODD. Mais bien sûr, la pandémie a fortement perturbé cet agenda
Voilà, l'ONU estime que la pandémie a inversé des tendances encourageantes depuis quelques années en ce qui concerne la pauvreté, l'accès à l'éducation, l'accès à l'énergie. À côté, la pandémie pourrait aussi avoir intensifié la prise de conscience de l'impact des activités humaines sur l'environnement et aussi, alors ce qui nous intéresse particulièrement ici, et ce qui est illustré par le graphique que vous voyez à l'écran, c'est que la baisse des émissions de gaz à effet de serre est fortement corrélée à la baisse des activités économiques et sociales. Vous voyez que la baisse des émissions de gaz à effet de serre est la plus forte au moment où les mesures de confinement étaient les plus fortes au premier semestre 2021. Voilà, on finit l'année 2020 là, avec une récession mondiale d'environ 3-4% et une baisse des émissions de gaz à effet de serre d'environ 7%. Donc, la pandémie a aussi montré l'extrême intrication entre la question du climat et la vie économique et sociale. Et voilà, cette intrication, elle est illustrée et elle est au cœur des ODD, puisque l'action climat fait l'objet de l'ODD 13. Et puis enfin, la pandémie, elle a montré et intensifié le rôle primordial des gouvernements locaux dans la mise en œuvre des ODD, puisqu'ils ont été en première ligne à la fois pour assurer la résilience des territoires au cœur de la pandémie et maintenant pour assurer une relance juste et concertée avec les acteurs du territoire. Alors, je dis à renforcer ce rôle des gouvernements locaux parce que c'est une tendance qui n'est pas nouvelle. En effet, la pandémie vient accélérer certainement une tendance qui était déjà à l'œuvre depuis quelques années, l'appropriation croissante des ODD par les gouvernements locaux. Alors, il y a ce chiffre cette enquête dont on reparlera certainement pendant la discussion de Platforma qui montre que pendant l'année, alors c'est une enquête qui a été menée juste avant la pandémie et qui montrait que 80% des réseaux de collectivités locales européens connaissaient les ODD, ils faisaient régulièrement référence. Et donc, on voit l'illustration de cette appropriation dans les processus de reporting, de review. Donc, pour la première fois en 2019, les gouvernements locaux ont été associés à plus de la moitié des Voluntary National Reviews, qui sont les documents où les États rendent compte de leur action pour la mise en œuvre des ODD sur leur territoire. Et en parallèle, également, le mouvement des Voluntary Local Reviews, c'est-à-dire là, la même chose, mais au niveau des territoires, est toujours très dynamique. Alors, ça avait commencé en 2018 avec New York qui avait un peu insufflé ce mouvement. On pourra certainement aussi en rediscuter pendant la discussion, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un de la municipalité de Bristol qui a également mené une Voluntary Local Review. Donc, dans ce rapport, on s'est penché plus particulièrement sur l'effet que pouvait avoir cette appropriation des ODD sur l'action climat des gouvernements locaux. Donc, on a essayé d'identifier les bénéfices et les risques qui pouvaient résulter de ces alignements. Alors, du côté des bénéfices, en fait, on remarque qu'un risque qui est souvent pointé pour l'action climat, c'est le fait que parfois la problématique climat met un peu des œillères et ne considère que la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ne regarde que les gaz à effet de serre sans forcément essayer de regarder les conséquences que peuvent avoir les mesures d'atténuation. Donc les ODD, en fait, peuvent être vus comme un moyen d'enlever ces œillères et de replacer l'action climat, donc qui fait l'objet de l'ODD 13, au centre d'une logique plus globale, donc celle de l'agenda 2030, et donc peut pousser à analyser les liens entre les actions d'atténuation du réchauffement climatique et les ODD. Donc vous pouvez voir là justement une figure qui représente, alors qui est le résultat d'un outil mis au point par le New Climate Institute et qui montre un peu tous les liens que peuvent avoir des actions d'atténuation avec les différents ODD. Et donc sur ce point, les gouvernements locaux sont centraux parce qu'ils ont souvent des compétences en matière de climat, mais aussi des compétences qui impactent directement sur le quotidien des populations. Donc, eux sont un petit peu en première loge pour lier justement l'action climat avec d'autres dimensions sociales, économiques.
Donc justement, c'est le deuxième bénéfice qu'on remarquait, c'est que les ODD permettent aussi de prioriser les actions. Par exemple, pour l'action climat, on peut prioriser les actions qui ont des co-bénéfices avec d'autres objectifs de développement durable, que ce soit l'ODD 5 sur l'égalité entre les sexes, l'accès aux services publics, la sécurité. Et ça, c'est illustré aussi beaucoup par le concept de transition juste, hein, qui est de plus en plus populaire là, depuis quelques années pour un peu justement pousser à lier les actions climat avec la réduction des inégalités. Voilà. Et enfin, l'approche ODD va souvent de pair avec la construction de nouveaux partenariats. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué dans nos analyses, c'est que souvent, les démarches ODD sont l'occasion de construire des nouveaux partenariats, que ce soit entre différents services d'une municipalité ou d'un gouvernement régional ou local, ou alors que ce soit avec des acteurs du territoire, ou alors avec d'autres échelons de décision. On parle aussi beaucoup d'intégration verticale dans ce bilan. Voilà, du côté des risques, cette fois, alors déjà, les ODD, comme je l'ai présenté au début, c'est une grille avec 17 objectifs, 169 cibles, encore plus d'indicateurs. Ça peut être un peu lourd pour les gouvernements locaux pour se les approprier. Et on voit en fait que ce sont majoritairement des grandes villes avec des moyens humains et financiers importants qui s'emparent des ODD. Hein. Et alors, le risque dans les démarches ODD, c'est faire de l'ODD picking, c'est-à-dire comme le cherry picking, c'est-à-dire prendre certains ODD pour labelliser des actions déjà existantes, mais sans forcément suivre ces analyses d'actions pour prendre en compte justement les analyses et éventuellement pallier les manques qui sont relevés. Donc, dans ces cas-là, utiliser des ODD, ça peut être simplement une action de communication qui n'a pas de réelle portée transformative. Donc, bien sûr, on souligne dans le rapport qu'il y a plusieurs manières pertinentes de s'emparer des ODD, qui va de l'analyse de politiques publiques existantes sous le prisme des ODD au pilotage de nouvelles politiques publiques basées sur les ODD. Et donc voilà, ça c'est une question un petit peu ouverte dont on pourra discuter, c'est dans quelle mesure, sous quelles conditions, l'appropriation des ODD permet de changer les pratiques, les logiques pour vraiment entamer la réalisation de l'agenda 2030. Voilà, et pour finir rapidement, on a voulu aussi mettre en avant dans ce bilan des bases de données, des outils pour favoriser les bénéfices et essayer d'éviter ces risques. Alors, à gauche, vous pouvez voir deux exemples issus de bases de données de l'OCDE et du SDSN qui montrent un peu, par exemple, là, c'est sur la ville de Lyon, essayer d'évaluer où en est la ville au niveau des ODD, donc en fonction de différents critères. Et puis, ce qui permet aussi de comparer avec d'autres villes ou avec les résultats nationaux. Et puis, à droite, c'est un outil qui s'appelle le RFSC qui permet d'évaluer un projet ou une politique publique sous l'angle des ODD, donc qui permet de voir lesquels sont touchés, lesquels sont moins touchés. Donc, on voit que ces bases de données, ces deux outils-là, permettent vraiment d'adopter une approche systémique parce que le but, c'est d'évaluer l'action sur les 17 ODD et pas seulement sur 1, 2 ou 3. Voilà, et écoutez, sans plus attendre, on va pouvoir commencer la discussion. Donc, je te rends la parole, Antoine. Merci Samuel pour ta présentation et donc pour ce rappel du contenu et de nos réflexions à retrouver dans le bilan territoire qui vient d'être publié. On entame donc la discussion du jour avec nos invités que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter donc de ces problématiques que tu viens d'évoquer, Samuel, et donc en particulier cette question de la justice sociale dans le cadre de la transition menée dans un contexte de changement climatique. Comment est-ce que cette localisation des ODD peut favoriser l'inclusion de la justice sociale dans les politiques climat locales? Pour en discuter avec nous, j'accueille Marlène Simion, qui est directrice des opérations de CEMR, ou aussi connu CCRE, c'est-à-dire le Conseil des communes et des régions d'Europe, et en particulier directrice de l'initiative Platforma, qui est un réseau de gouvernements locaux nationaux qui coopèrent sur l'action climat
et les politiques de développement en général. Edgar Dobilski, qui est directeur de la recherche à CGLU, Cité et gouvernements locaux unis. Payat délégué général de l'association 4D, et puis Alan MacLeod, I hope that I'm spelling your name well, SDG Coordinator of Bristol City Office, qui nous parlera donc de l'expérience particulière de la ville de Bristol en matière d'ODD. Alors, sans plus attendre, je vais me tourner vers Edgardo Bilski pour entamer cette discussion. Vous êtes donc directeur de la recherche et des programmes à CGLU, qui est le plus grand réseau mondial de municipalités et de gouvernements locaux au monde. Et vous êtes impliqué dans la coordination d'un rapport sur la localisation des ODD, qui est présenté par CGLU chaque année à l'occasion du Forum politique de haut niveau, qui est ce grand rassemblement annuel organisé par l'ONU pour faire le point un petit peu sur l'avancée de l'agenda 2030. À l'occasion de ce forum, les États présentent des revues nationales volontaires. On a vu que de plus en plus les gouvernements locaux y étaient associés, mais vous avez également noté une double tendance à côté de celle-ci, qui est, en plus de cette contribution accrue des gouvernements locaux aux revues nationales volontaires, une appropriation de cet outil par les gouvernements qui se lancent dans des revues locales volontaires afin d'évaluer et de présenter, de communiquer eux-mêmes leurs progrès sur les ODD. On était sur des proportions considérables, enfin des croissances de l'appropriation considérable en 2020. Qu'est-ce que ça dit de la façon dont les gouvernements locaux s'emparent de l'agenda 2030, selon vous? Merci beaucoup, merci pour l'invitation, Antoine, merci, ravi de voir beaucoup de collègues. Vous nous manquez, espérons que bientôt on puisse se retrouver. Donc, pour répondre à ta question, premièrement, dans le cadre de la décennie d'action qui a lancé les Nations Unies, on continue à soutenir que la localisation offre une porte d'entrée privilégiée pour accélérer la mise en œuvre, et notamment pour faciliter les synergies entre les différentes politiques sectorielles, ainsi qu'entre les différents niveaux de gouvernance. Cependant, comme tu le soulignes, même si on a vu des avancées, la participation des collectivités territoriales à la définition et le suivi des stratégies de mise en œuvre reste encore globalement limitée. Bien que le concept de localisation appliqué à l'agenda de Paris et ainsi qu'aux ODD a fait des progrès, les avancées sont encore insuffisantes. Depuis 2015, le concept de localisation s'est progressivement diffusé parmi les collectivités territoriales, notamment pour les ODD, et ainsi que parmi les institutions internationales, y compris les forums politiques de haut niveau des Nations Unies. Dans toutes les régions, les collectivités territoriales se sont engagées dans un processus de localisation. Et comme tu l'as mentionné, et tu parlais d'une trentaine, aujourd'hui on est à près de 70 examens locaux volontaires, Voluntary Local Reviews, publiés à ce jour, et dans 58 pays. Et des nouvelles modalités apparaissent, et CGLU a été à l'origine d'une de ces modalités, c'est des examens Voluntary Subnational Review, en français c'est pas très joli, examens infranationaux volontaires. Cependant, comme le montre le rapport annuel que nous faisons au Forum politique de haut niveau, malgré certaines avancées que tu as déjà mentionnées, la participation des collectivités territoriales dans les mécanismes de coordination nationale, attention, pas les examens nationaux volontaires, la coordination des commissions de haut niveau, les conseils de développement durable qui ont été créés ou qui ont été renforcés dans la plupart des pays reste encore faible. Sur les 168 pays qui ont présenté des Voluntary National Reviews jusqu'à l'année prochaine, seulement dans un tiers, 33 pays, 33% des pays, les collectivités territoriales étaient consultées ou d'une manière ou d'une autre associées à ces mécanismes de coordination institutionnelle. Ceci sur les ODD, mais la situation n'est pas brillante non plus pour ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Comme votre rapport le montre, et peu de pays ont associé des acteurs locaux et les collectivités territoriales en particulier à la définition de leur stratégie climat, autant en 2016 que dans le deuxième cycle de contributions déterminées au niveau national en 2020, les CDN. Les avancées des villes sont encore partiellement reconnues, intégrées dans la plupart des CDN, malgré des efforts de mise en œuvre par les réseaux mondiaux de collectivités territoriales pour collecter et systématiser les avancées des villes.
Dans la plupart des pays, les stratégies de mise en œuvre de chaque agenda continuent à être abordées de manière sectorielle et segmentée, loin d'un cadre de mise en œuvre intégré pour optimiser les synergies et les actions conjointes. Donc, vous nous posiez une question à propos des liens entre les politiques sociales ou de justice sociale et ces agendas. Si on compare les deux agendas, c'est-à-dire notamment les ODD et les climats, mais on pourrait aussi parler de des nouvelles agendas urbaines, tandis que les stratégies nationales de développement qui sont alignées avec les ODD intègrent un peu mieux les liens avec l'agenda climatique, notamment, vous l'avez déjà dit, avec l'ODD 13, mais également avec l'ODD 7 sur l'énergie et 6 sur l'eau, 2 sur l'alimentation et l'agriculture, les références explicites aux ODD dans les textes des contributions déterminées au niveau national restent plutôt limitées. Et ceci est particulièrement flagrant dans les domaines sociaux. En effet, les ODD sociaux sont fortement sous-représentés dans les engagements des CDN, même si, comme quelqu'un disait tout à l'heure, il y a eu des améliorations ces dernières années, si on les compare avec les objectifs environnementaux et économiques. Ceci est particulièrement flagrant dans ce qui concerne la santé, l'éducation et l'égalité des sexes. Et ceci prend d'autant plus d'importance dans le cadre de l'impact de COVID-19, qui a donné plus de visibilité et aggravé les brèches et les manques de synergie, ce qui soulève de manière plus aiguë les débats sur une récupération qui intègre mieux les différentes dimensions du développement, ce qu'on appelle dans notre jargon « Just and Green Recovery ». C'est encore au niveau local que souvent la planification urbaine et du territoire servent de leviers privilégiés pour promouvoir l'intégration des différents agendas. Les expériences mieux prises en compte dans les stratégies nationales de renforcer la cohérence politique entre les différents niveaux de gouvernance, entre les différents agendas. Pour finir cette première intervention, la construction d'un cadre politique mieux coordonné entre les niveaux national et local est donc indispensable pour aborder les principaux enjeux, tels que les processus de marchandisation et de financiarisation des terres, des biens communs et des services, sans parler des questions de redistribution de la fiscalité, de l'investissement local et de l'accroissement de l'endettement qui s'est exacerbé avec la crise. Ceci est essentiel pour positionner les enjeux d'inclusion et du climat dans l'économie politique plus large de la ville, avancer vers des systèmes de ville plus équilibrés qui maîtrisent mieux le phénomène de métropolisation et assurent mieux aussi la cohésion territoriale. Et ceci, comme vous le savez, devient d'autant plus urgent que l'humanité va habiter dans les villes à 70% d'ici quelques 2-3 décennies. Merci. Merci Edgardo. On comprend donc qu'il y a une situation qui est en progrès sur l'année 2020 à l'échelle internationale, mais qui demeure encore insuffisante. À cet égard, j'aimerais donc que l'on descende d'un niveau, qu'on aille faire un focus régional sur l'Europe, avec Marlène Siméon, donc, qui est ici pour nous représenter aussi CCRE, donc le Conseil des communes et régions d'Europe, et le réseau Platforma. On a vu dans le bilan, dans un rapport qui a été présenté par Platforma l'année dernière, que les collectivités européennes, et en particulier leur réseau, manifestaient un bond assez flagrant dans la connaissance et l'utilisation des ODD. On passe de 31% des associations nationales de gouvernements locaux qui ont interrogé à 82%, selon l'enquête qui a été menée l'année dernière. Comment est-ce que vous expliquez ce saut subi dans l'appropriation des ODD et est-ce que cette dynamique vous paraît plus, disons, positive que celle présentée par Edgardo au niveau international? La réponse en anglais. Yes, indeed. Merci beaucoup. Well, no, that's an excellent question. This is very interesting and timely discussion. C'est une très bonne question et c'est toujours un plaisir de me retrouver les gens de Climate Change, surtout avec une telle belle brochette d'orateurs. Avec Edgardo, je suis ravi de te revoir aujourd'hui. Donc, moi, je représente le Conseil des régions européennes. Nous représentons, au-delà de l'Union européenne, des municipalités et des unions territoriales en Europe. Nous dirigeons également la coalition pan-européenne
de gouvernements locaux et de régions, donc et d'associations nationales, et nous travaillons à améliorer la coopération décentralisée dans un certain nombre de domaines politiques. Donc le climat et l'environnement sont au cœur d'un certain nombre d'initiatives de coopération au niveau régional. Alors, avec nos partenaires, nous sommes absolument convaincus que c'est notre responsabilité commune d'avancer de manière plus durablement selon des modèles socio-économiques et environnementaux à travers des partenariats à travers le monde. Depuis le lancement de l'agenda 2030 en 2015, nous avons été impressionnés à quel point les gouvernements locaux et leurs associations ont de manière permanente innové et nous ont surpris avec différents projets pilotes qui peuvent être dupliqués et qui le sont à travers le monde. Donc, on a pu voir ça au niveau global. Nous travaillons ensemble chaque année pendant les 3 dernières années sur des enquêtes communes qui nous permettent de collecter les données sur l'état des lieux de la régionalisation pour nous en Europe, et on l'associe avec la décentralisation et avec l'UCLG au niveau mondial. Antoine, comme tu l'as mentionné, notre dernière publication, je crois que vous la trouverez dans le chat, elle a été publiée l'an dernier, au mois de juillet. Elle, avec des données collectées auprès de 31 associations nationales de 28 pays, en Europe comme hors de l'Europe. On ne s'est pas simplement focalisé sur les rôles que les associations nationales jouent dans ce processus. Tu as mentionné l'importance de la prise de conscience des ODD et de l'amélioration de la coopération. 82% sont maintenant conscients des ODD contre 38 en 2019. Ça montre à quel point rapidement la diffusion se fait, à quel point les gouvernements régionaux sont flexibles dans l'adaptation aux défis internationaux. Et je pense que c'est très fortement lié à l'inspiration mondiale, avec l'augmentation, évidemment, avec les révisions volontaires nationales, les révisions volontaires locales, et comment les gouvernements régionaux sont impliqués avec les gouvernements régionaux. Et il y a également plus d'espace qui est fourni par l'ONU aux municipalités et aux régions pour partager leurs témoignages. Et également des associations nationales vraiment poussent ce projet au sein de leur propre ordre du jour. Et je pense que ça a joué un rôle également. Nous réalisons de plus en plus que ce qui se passe dans d'autres municipalités à travers le monde a un impact direct sur là où nous vivons. Et les ODD sont vraiment un outil pour motiver les gens, pour mobiliser les gens, pour donner un cadre positif, pour encourager la gouvernance multiniveau, parce qu'un niveau de gouvernance a un impact sur d'autres. Et donc, renforcer les efforts vers la réalisation des ODD. Il y a eu beaucoup de communication l'an dernier parce que nous sommes entrés officiellement dans la décennie d'action. Et on a bien vu que cela allait descendre très rapidement vers le niveau local, aussi grâce à la communication avec de nombreux niveaux ECLG, Performa, aussi Climate Change et nombreux d'autres. Et bien évidemment, les associations nationales se sont assurées de garder leurs membres en permanence informés et les soutenir avec des outils, par exemple, sur les programmes pour les élections locales, par exemple. Un autre point important pour nous est qu'un tiers de nos répondants utilisent l'agenda 2030 comme référence clé dans leur stratégie locale de développement, et cela montre vraiment une mobilisation croissante. Elle est suivie d'une volonté politique croissante sur le terrain. C'est pas juste ce SDG, ce ODD picking, comme on en parlait avant, c'est vraiment un mouvement de fond qui, au début, effectivement, on disait, bon, je choisis quel type d'action je peux appliquer à tel ODD et on coche des cases. Mais maintenant, c'est devenu vraiment un mouvement de fond et c'est un moyen de mobiliser les citoyens et de définir ces politiques d'une autre manière. Donc, je pense que c'est lentement en train de se développer dans ce sens. Ce que nous avons observé également, c'est que les gouvernements locaux et régionaux sont de plus en plus s'interconnectent avec leurs pairs autour des ODD,
à travers des projets de coopération décentralisée, démarrer des nouveaux partenariats ou de renouveler des partenariats existants. En 2020, nous avions quasiment 40% des répondants qui travaillaient avec leurs pairs sur l'agenda 2030, donc ils prennent certains ODD pour travailler avec leurs partenariats dans les pays partenaires. Donc, quand on leur demandons, c'est vraiment parce que cela crée un langage commun pour tout le monde. Aussi, tout le monde est sur un même pied d'égalité pour la définition de politique. C'est intéressant de voir comment cela aide à innover dans la coopération décentralisée et sur la manière dont les décisions sont prises ou élaborées. Nous avons pris par exemple l'exemple d'une coopération entre une ville en Allemagne et une ville en Ouganda sur le partage de connaissances sur les projets de ville intelligente, Smart City, dans le cadre de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, où ils sont tous les deux en train de développer des actions climatiques locales. Donc, c'est vraiment à travers cette coopération décentralisée que se développent des plans d'action concrets sur le terrain. Pour nous, le but final de la coopération décentralisée, c'est le renforcement des capacités institutionnelles des gouvernements locaux. Moi, je n'ai pas entendu. Et l'amélioration des politiques locales en parallèle afin d'avoir des gouvernements locaux plus résilients et des communautés plus résilientes, ainsi que des économies plus résilientes. Mais un point important, c'est le développement des comment dans votre propre territoire, la coopération peut vous aider à augmenter la prise de conscience sur l'agenda 2030, l'agenda mondial, et avoir des sociétés ouvertes, des objectifs globaux intégrés dans vos environnements locaux. Ça, c'est très important d'avoir cette dimension sur votre propre territoire. Voilà, évidemment avec le Covid-19, les territoires identifient des vraies opportunités de reconstruire en mieux en utilisant l'agenda 2030 comme étant l'orientation pour la cohérence, l'inclusivité et des processus standardisés. Nous l'entendons également au niveau européen où les institutions de l'Union européenne ont ces nouveaux instruments de transition sur le Green Deal, sur l'économie verte, sur les plans de reconstruction et de l'amélioration de la résilience. Et cette question de reconstruction, c'est comme ça que la reconstruction doit se faire. Elle doit tenir en compte les autres crises potentielles qui vont survenir dans les années à venir. Et je parle évidemment à la crise climatique ou de biodiversité. Nous avons noté dans notre rapport 2021, sur lequel nous travaillons en ce moment, que les efforts de localisation des objectifs sur le terrain se renforcent. Et je vous recommande de nous retrouver en juillet 2021 quand nous allons publier notre nouvelle édition de notre étude. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait le droit de faire la promotion de votre propre rapport, pas de problème. Nous allons continuer à parler en anglais et je rappellerai à nos amis qui viennent de nous rejoindre qu'il existe une traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. En bas à droite sur votre écran, vous avez une petite icône pour choisir le canal français ou anglais. Alors, je passe maintenant le microphone à Alan McLeod, qui est le coordinateur des ODD pour Bristol, de la ville de Bristol. Il a travaillé sur le projet le plus avancé en Europe au niveau des ODD. Il y a 2019, Bristol a adopté le Bristol One City Plan avec le but de faire de Bristol une ville équitable, saine, avec un certain nombre d'objectifs quantifiables année par année et organisés autour de 6 thèmes, y compris l'environnement, le climat et le plan d'action climat de la ville est également présenté en tant que composant du One City Plan. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette approche et comment vous avez assuré le suivi de la mise en œuvre des ODD depuis l'adoption du One City Plan? Merci de m'avoir invité à cette réunion, à cette
table ronde très intéressante et des autres orateurs. La première chose importante, la première leçon à retirer de cette perspective de Grande-Bretagne, c'est la manière dont les gouvernements locaux fonctionnent en Grande-Bretagne. Le système en Grande-Bretagne est très centralisé, donc le gouvernement national a beaucoup de contrôle sur le budget, mais également beaucoup de contrôle sur les différentes prises de décision au niveau local par différentes organisations, par exemple les autorités locales à Bristol n'ont pas la compétence sur les services de pompiers ou autres services publics. Ce sont des institutions séparées. Donc, cela veut dire que pour le contexte de Bristol et pour le One City Plan, c'est que pour affronter un certain nombre de ces défis importants auxquels nous sommes confrontés dans ces villes, comme le changement climatique ou l'inégalité, nous devons travailler en partenariat. Et c'est là que le One City Plan a été conçu. Nous voulions avoir une vision sur le long terme de Bristol, sur lesquelles les organisations de notre ville pourraient s'aligner et que nous pourrions utiliser pour encourager l'action et l'activité à Bristol. Et les ODD que nous avons vus comme étant un élément clé de cela, des étapes clés dans ce plan. Donc, le One City Plan va jusqu'en 2050 et pour nous, les ODD sont une étape clé vers la réalisation de cette vision sur le long terme, de 20 ans plus longue que l'agenda 2030. En même temps, nous avons reconnu le besoin de travailler avec beaucoup de partenaires pour réaliser ces défis. Et ça a été visible dans notre ambition climatique. En 2018, Bristol a déclaré l'urgence climatique. Et cette urgence climatique, ce n'était pas juste pour le gouvernement de la ville, c'était pour la totalité de la ville, que tout Bristol devait réussir à devenir neutre en carbone en 2030. Et pour cela, ça voulait dire que nous devions mettre ensemble beaucoup de partenaires à travers toute la société, à travers tous les secteurs de la ville. Nous avions commencé déjà à travailler avec des partenaires au niveau des différentes organisations avec lesquelles nous travaillons sur la ville, des organisations thématiques. Ils sont composés de parties prenantes de tout Bristol, comme par exemple au sein de notre conseil économique, nous avons des représentants des différentes communautés économiques, les groupes environnementaux, les différents citoyens, et rassembler toutes ces organisations pour réfléchir comment on pourrait définir une économie verte et équitable pour la ville. Ça nous permet ensuite d'essayer d'aborder les différents défis interconnectés et systémiques que nous avons concernés, que nous avons identifiés dans les ODD ou quand on parle d'une transition équitable ou d'une approche équitable de la neutralité carbone. Donc, cet effort avec l'urgence climatique, c'est quelque chose qui nous a inspiré pour créer ce programme de One City Plan afin de engendrer des actions au niveau des différents domaines. Et en ce qui concerne le suivi et le mécanisme de suivi du One City Plan, on a déjà parlé des révisions volontaires locales et on a considéré cela comme étant vraiment une innovation intéressante, un outil intéressant pour nous en tant que ville de continuer notre ambition au niveau de la réalisation des ODD, qui était quelque chose qui était en train de se développer depuis 2016, mais aussi c'est la référence, la fondation de nos ambitions de ville. Nous voudrions également recueillir des données pour assurer le suivi de la réalisation de nos objectifs. Donc, nous avons produit une révision volontaire locale qui ne contenait pas simplement des données, mais également des données sur l'activité dans la ville, qui essaie de répondre le plus possible aux défis et à la situation définie par la révision volontaire locale, afin de s'assurer que notre rapport concerne l'ensemble de la ville et véritablement réfléchisse tous les besoins de la ville. Depuis, nous avons travaillé avec l'Agence nationale des statistiques, de l'Office de la statistique nationale en Grande-Bretagne, afin d'aider d'autres municipalités sur leur travail de collecte des données. Merci, Alan. Et je vais revenir un peu plus tard là-dessus, quand on aura parlé des activités à Bristol ces dernières années, qui sont vraiment intéressantes d'un point de vue de la justice climatique. Et maintenant, pour continuer, ce sera peut-être plus facile pour m'adresser à Vaya Touya, donc délégué général de l'association 4D. Le bilan territoire s'est donné également pour mission d'observer les ruptures et donc les continuités de l'action climat, comme on disait,
dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Alors, il est certes un petit peu tôt pour tirer des conclusions définitives, parce que d'abord, la pandémie semble loin d'être terminée, mais on peut déjà s'interroger sur la façon dont les ODD peuvent aider les territoires à appréhender ces politiques de résilience à la crise sanitaire. Vous travaillez fréquemment avec des collectivités territoriales, pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous appréhendez la situation? Bonjour, merci déjà pour l'invitation et effectivement de pouvoir prendre part à ce panel et d'avoir des regards de différentes perspectives. Ce que je souhaitais aussi ajouter par rapport à 4D et par rapport aux ODD, c'est que moi j'étais dans les couloirs de l'ONU en 2011 quand la première évocation des objectifs de développement durable a eu lieu. Et c'était lorsqu'on préparait la conférence Rio+20. Et 2011, ça faisait suite à la crise financière de 2008. 2011, c'était aussi les premières manifestations qui ont eu lieu de New York au Québec et jusque sur les places espagnoles, sur les inégalités. 1%, 99%. Et c'était aussi cette crise démocratique très, très forte avec les premières révolutions arabes. Et on était donc en tant que partie prenante, observateur en fait dans les premières discussions qui après amenaient à Rio+20 ou autre. La question en fait de travailler sur une vision systémique des crises et effectivement repenser le développement a été posée à ce moment-là, et les objectifs de développement durable, qu'est-ce qu'ils nous montrent justement par rapport à cette question de la résilience et par rapport à ce compte à rebours climatique qu'on a, c'est qu'on a besoin de répondre aussi aux besoins essentiels des personnes et de toutes les personnes. Pendant longtemps, on l'a fait au regard des pays en développement, ce que nous a montré la crise sanitaire, puisque c'est quand même la première fois que tous les pays font face aux mêmes défis sur un court temps comme ça, c'est qu'on devait véritablement regarder toutes ces questions qui sont, on a dit, la pauvreté, l'accès à l'alimentation et la question de la transition juste, notamment. En France, on a beaucoup parlé des emplois de première ligne, ceux qui étaient en première ligne pour assurer le bon fonctionnement de la société. Ça reste toujours des emplois qui sont malheureusement pas toujours reconnus par rapport aux impacts positifs qu'ils peuvent avoir dans la société. Et cet ODD 8, transition juste, est aussi quelque chose qui a été gagné, notamment par les syndicats, au moment de la conférence Rio+20. Et donc, ce qu'il y a derrière pour moi, la question de la résilience, ça montre bien qu'on est face à un changement inéluctable. Et la crise sanitaire, elle nous a mis en perspective notamment l'ODD 8, bien sûr la question de la santé, l'ODD 3. Derrière, si vous regardez les cibles, vous avez bien l'accès à la santé universelle, une couverture universelle pour la santé. Ce n'est pas dans tous les pays, malheureusement, et on a bien vu la différence au départ sur la gestion de la crise par rapport en fait à cet accès à la santé. Il parle aussi de l'accès au vaccin, c'est quand même le gros sujet du moment. Et on voit bien que c'est les territoires aujourd'hui qui, face à leurs administrés, face à leurs citoyens, qui doivent organiser et orienter en fait toute cette question sanitaire. Donc, moi, ce que j'entends, et on pourrait regarder les différents ODD, le 5 sur le genre, le 4 sur l'éducation, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une grille de lecture à un moment qui nous permette à chaque fois de regarder ce prisme qui est celui des objectifs de développement durable, c'est ne laisser personne de côté. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait qu'il y a un changement, Marlène le disait, il y a un changement climatique qui est là. On vise encore à ce qu'il soit le plus gérable possible sous 1,5 et 2 degrés. Mais pour autant, on doit continuer soit de poser ce que je vais appeler les airbags, ces aspects de résilience, et à ces questions de justice sociale face aux différents défis. Et on a là en fait quelque chose qui, je pense, s'exprime très très fortement
sur les territoires, puisque ce sont eux qui sont le plus proches des citoyens, c'est la question de la cohérence. Et les ODD, c'est un plan de cohérence. Et si aujourd'hui, il y a des fois on avance et on recule, ça pose aussi une question qui est celle de la crise démocratique. Et les territoires sont aussi, pas simplement au moment des élections, mais vraiment au prisme avec cette démocratie, cette participation. Et la démocratie, je pense encore plus aujourd'hui, a besoin de lisibilité et de cohérence dans l'action publique. Et l'action publique par et pour les publics. Et c'est ça qui commence à devenir aussi intéressant sur la question de la participation. Et on l'a vu en fait il me semble, pour construire cette résilience aujourd'hui, sur la grammaire commune qui fait qu'on embarque. Et quand je dis sur les territoires, il y a bien entendu les collectivités, les gouvernements locaux comme on parle aujourd'hui, mais il y a aussi tous les acteurs et les acteurs économiques. Et c'est vrai que c'est là où, pour moi, il y a derrière les citoyens, les consommateurs. Si vous avez d'un côté une politique publique qui va dans un sens parce qu'on parle aux citoyens, mais aux consommateurs, on lui parle dans l'autre sens, et ben, on n'est encore pas du tout dans la cohérence. Et ce manque de cohérence, on l'a vu, on va reprendre l'exemple de la France, puisque vous l'avez cité avec les Gilets jaunes. Mais avant les Gilets jaunes, on avait les bonnets rouges en France. Ça, c'était au moment du débat sur la transition énergétique. Vous avancez quelque chose, mais s'il y a un moment, en fait, on veut pousser l'ODD 13, mais on ne fait pas attention à l'ODD 8 et on ne tient pas à la question des inégalités, ça commence vraiment à poser un problème. Et donc, j'insiste effectivement sur l'ODD 16, notamment sur les institutions fiables, l'information aussi, puisque ça a été le vœu des citoyens au moment de l'élaboration des ODD. Ça a été après un sondage, c'était My World 2030. Donc, et voilà, on en a parlé avec les besoins de partenariat qu'on a évoqués, notamment avec Platforma et avec Edgardo. Je vais revenir justement vers vous, Edgardo, à propos des indicateurs en 2020 qui ont tous reculé d'après les estimations qui sont émises par tantôt la Banque mondiale, tantôt la division statistique de l'ONU. Pas un ODD aura été épargné par le Covid-19. Donc, dans la préparation du prochain forum politique de haut niveau et du prochain rapport de CGLU, sur quoi est-ce que vous allez essayer de vous concentrer et quelle place aura le climat dans ce contexte un peu particulier? Merci Antoine. Donc, notre prochain rapport à la l'HLTF, nous allons les concentrer sur l'impact, tel que les demandes des Nations Unies, on n'a pas inventé, sur l'impact de la pandémie et sur les ODD en général, et notamment sur la récupération, soi-disant récupération, parce qu'on est encore plein dedans. Et donc, on va prendre comme levier et comme point de porte d'entrée les ODD 3 et plus, c'est-à-dire la santé partout et son impact sur les différents ODD. Et donc aussi sur les autres ODD, les 10 ODD, 9 ODD qui seront évalués cette année, c'est-à-dire les ODD 1 sur la pauvreté, 2, 8, 10, 12, 13, 16, 17, que ce soit l'alimentation, la création d'emplois, les inégalités, les consommations durables, et la production des consommations durables, le climat, la gouvernance et les institutions. Donc, les collectivités territoriales et la plupart des réseaux sont actuellement mobilisés pour réclamer ce qu'on dit une intégration des politiques locales dans les paquets de récupération post-pandémie, et notamment notre collègue Issemar des CCRE sont à l'avant-garde de cette initiative, donc pour demander une réactivation économique sans laisser de côté l'équité et l'environnement. L'intégration de l'agenda 2030 dans l'économie politique plus large des villes peut et doit contribuer à chercher des politiques pouvant répondre aux inégalités sociales et spatiales et sans laisser de côté l'environnement. L'objectif, comme vous l'avez déjà, certains d'autres intervenants l'ont signalé, c'est ne laisser personne de côté, et notamment, et ça c'est quelque chose qu'on doit aussi aux ODD, mettre au centre la nécessité de respecter les droits des personnes qui sont au centre et sont un des leviers pour identifier, hiérarchiser des politiques qui ont le mérite de mettre l'inclusion sociale au centre des débats. Donc, pour de nombreuses collectivités territoriales, les ODD fournissent un cadre de référence qui sert à planifier, à mettre en œuvre, à suivre leur travail et en faveur d'un développement qui soit plus cohérent, comme Bagne l'a mentionné, plus durable et mieux intégré.
Au cours de l'année passée, dans le cadre de la pandémie, il faut rappeler rapidement quels sont les thèmes qu'on va mentionner dans notre rapport et sur lesquels les collectivités territoriales se sont concentrées pour montrer comment opère cette possibilité d'intégration des signatures entre les différents ODD et les différents agendas. Et la plupart des collectivités territoriales, c'est normal, se sont concentrées sur les politiques sociales telles que la continuité, l'accès aux services essentiels, le soutien aux services de santé, les services sociaux, les écoles, répondre à la précarité du logement et aux besoins alimentaires. Et donc, dans leur action, elles ont également pris en compte les questions environnementales, notamment dans l'alimentation, les transports et l'aménagement urbain. Prenons un exemple. On a vu multiplier les stratégies en faveur des systèmes locaux alimentaires qui essaient d'associer la sécurité alimentaire, les circuits courts pour réduire, entre autres, les émissions de gaz à effet de serre, tout en répondant aux besoins les plus urgents des groupes les plus vulnérables. Les actions se sont centrées sur l'appui aux producteurs pour développer des marchés locaux et aussi dans l'agriculture urbaine. En France, ce sont les jardins partagés, mais il y en a des expressions dans différents coins du monde. Tout en assurant l'adoption des principes de sécurité sanitaire dans les transports et les espaces publics, on a vu s'accélérer les plans de transport de mobilité pour élargir les pistes cyclables, les transports électriques, l'amélioration des espaces piétonniers et publics. Certaines villes se sont emparées même de la conjoncture pour relancer les concepts de proximité, des villes polycentriques et plus vertes, qui associent l'accès aux services et aux soins à la réduction de l'impact environnemental et à la mixité sociale. Vous avez, sur différentes lectures qu'on peut faire, la ville des quarts d'heure de Paris, mais également les superblocks à Barcelone, et ce ne sont pas les seuls. Ce sont des exemples de ces débats pour repenser la ville du futur. D'autres villes ont revisité les concepts des villes saines, villes health cities, qui prennent en soin de leur communauté aux caring cities pour mettre en exergue la qualité de vie et la solidarité. Mais et probablement... À ce propos, on a l'exemple de Dakar sur les plans alimentaires locaux et on a donné également de nombreux exemples sur les thématiques que vous avez abordées, notamment les pistes cyclables, la densification des villes, la ville du quart d'heure qui se sont multipliées dans le monde. Vous avez cité Paris et aussi les États-Unis. Je vais me tourner peut-être, puisque le temps nous est compté, vers Marlène Siméon à propos de toutes ces initiatives qui fleurissent. Comment est-ce que Platforma peut, en tant que réseau, concrètement accompagner les associations de collectivités et leurs membres dans cette approche intégrée entre les enjeux du climat et les enjeux sociaux? Oui, merci beaucoup pour cette question. Nous, c'est vrai qu'on... le cœur de notre métier, on va dire, c'est vraiment, donc il y a deux piliers. C'est à la fois l'échange de pratiques, d'expériences, et je pense que la crise nous a poussé, ou en tout cas on a convaincu avec beaucoup d'autres réseaux de l'utilité d'échanger, de s'ouvrir, d'apprendre des autres et en temps réel quasiment. Voilà, donc ça c'était une première expérience aussi très intéressante l'année dernière. Je pense cette flexibilité qu'a apporté les différents réseaux pour apprendre des partenaires étrangers en Europe ou hors Europe. Et puis notre deuxième pilier donc se concentre sur le plaidoyer auprès des institutions européennes, mais aussi comment accompagner nos membres pour faire du plaidoyer auprès de leur gouvernement national et contribuer en fait aux initiatives au niveau national. Donc on accompagne sur ces deux volets-là, je dirais. Voilà. La reprise économique va encore pousser la reprise économique, sociale, environnementale aussi. Post-Covid, finalement, va aussi pousser à ne pas refaire du business as usual, mais vraiment d'innover aussi en termes de politique publique et dans la façon dont les habitants et les citoyens vont être impliqués dans ces politiques-là, dans les politiques locales. Et je pense que notre rôle en tant que réseau est de pousser à cette innovation et d'accompagner nos membres. Donc, on le fait à travers des ateliers, à travers cette publication annuelle
que l'on fait aussi grâce à, voilà, enfin, en coopération avec CGLU. Voilà, on essaye vraiment de travailler avec les institutions européennes, d'inscrire les collectivités territoriales à l'agenda européen. Donc, que tout ne se passe pas au niveau national ou au niveau des institutions, mais vraiment que ce qui se produit au niveau local soit pris en compte dans les politiques de développement européennes. Un autre aspect porte sur traduire les visions, on va dire, mondiales vers les territoires, puisque ces agendas globaux, et notamment au début, n'étaient pas forcément évidents pour les collectivités territoriales. Ils sont parfois éloignés des réalités locales et des besoins quotidiens, en tout cas, il le semble. Donc, il y a un vrai travail aussi de traduction, on va dire, des enjeux, enfin, en tout cas, de ces engagements globaux. Et on peut prendre l'exemple de l'accord de Paris qui est contraignant finalement, qui célèbre cette année son 5e anniversaire. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les collectivités? Comment ce qu'on fait déjà au niveau local s'inscrit aussi dans cette démarche? Et comment cela affecte d'autres domaines politiques voilà, et d'autres parties prenantes? On va y revenir avec notamment Baya sur la question des besoins fondamentaux. Alan, first, I'd like to come back to this 2020 year for Bristol. Je vais revenir sur cette année 2020 particulière et notamment sur ce que vous avez fait, vous, au niveau à Bristol, par exemple, mais aussi au niveau général avec Black Lives Matter, avec la grève pour le climat, toutes les questions raciales, d'équité sociale. Et ça, c'est très, très important dans les ODD. Comment est-ce que le conseil municipal a réagi et traite ces événements récents socio-économiques? Merci, Antoine. Bristol, ça a été une année bizarre en 2020. Ça a démarré avec Greta Thunberg qui est venue nous rendre visite en milieu de l'année. Ensuite, on a été touché par la pandémie et tout s'est figé. Beaucoup de gens dans la ville ont commencé à prendre conscience à quel point l'environnement était important pour leur bien-être, à quel point les espaces verts, les parcs, la nature était importante pour leur bien-être. Ensuite, pendant l'été, nous sommes devenus de plus en plus conscients des tensions dans la ville autour du mouvement Black Lives Matter, l'histoire de l'esclavage à Bristol et le passé historique de la ville, le passé esclavagiste de la ville qui était ignoré par beaucoup de gens à Bristol. Et ça a été quelque chose qui a été particulièrement souligné à cause de notre maire actuel, quelqu'un qui est un afro-descendant. Et en résultat de cela, beaucoup de gens dans la ville essayent de travailler sur comment est-ce qu'on peut résoudre les questions environnementales et les questions d'inéquité. Et c'est là où les ODD ont été extrêmement importantes en rassemblant ces différentes thématiques, autant la question climatique que la question de la justice sociale. Ce que nous essayons de faire, ce sur lequel nous travaillons déjà, c'est nous essayons déjà de nous assurer que les voix des personnes, des minorités défavorisées sont entendues et puissent participer activement dans l'espace de prise de décision. En Grande-Bretagne, le secteur environnemental est souvent quelque chose qui est très inégal en termes de diversité ethnique. Nous avons développé un programme des ambassadeurs noirs et verts afin d'améliorer la diversité raciale ethnique dans ces associations. On a travaillé sur la question de la pollution de l'air, les questions du changement climatique. Et récemment, nous avons recruté un chargé des questions ethniques et de diversité au niveau de la ville afin d'améliorer nos conversations dans la ville en tant que gouvernement municipal. En plus de cela, nous avons reconnu le besoin que l'environnement, le changement climatique doit être absolument fondamental entre reprise post-Covid également dans la lutte et inclut la question de la lutte contre les inégalités. Donc, la stratégie de reprise post-Covid, elle est fondée sur les questions des ODD et les résultats qu'on veut obtenir. Et je pense que ça, c'est un moyen important de se dire sur comment, en avançant, on peut ramener les deux parties au débat et des variétés de groupes à la même conversation et organiser des actions communes.
L'inéquité des impacts des changements climatiques a été beaucoup discutée. Ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs, que cette prise de conscience depuis la signature des accords de Paris. Merci pour ce point de vue depuis Bristol. Avoir peut-être ce mot de la fin, car nous dépassons un tout petit peu de notre timing, mais ces conversations sont passionnantes. Tu as beaucoup insisté lorsqu'on a discuté sur la question des besoins fondamentaux, et c'est tout l'enjeu en fait de cette territorialisation des ODD dans un contexte de politique climatique et a fortiori dans un contexte de pandémie. Du côté de 4D, comment est-ce qu'on va dans cette direction qui essaye de favoriser à la fois résilience à court terme, relance de long terme, tout en prenant en compte les besoins fondamentaux des citoyens? Merci. Je vais essayer de tirer en fait ce que vient de dire Alan, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des inégalités face à la crise climatique, mais en fait, plus aussi on prend de temps, plus les investissements sur les logements, les transports, enfin tous les investissements verts tardent, et plus ceux qui vont être impactés aussi parce que accroissement des coûts, parce que les transitions ne sont jamais très faciles, ce sont les personnes effectivement les plus vulnérables. Donc, il y a 3 choses sur lesquelles je vais aller rapidement, qu'on a saisies avec 4D. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que les transitions ne pouvaient pas se faire sans les gens. Donc, jusqu'à présent, on faisait plutôt de la formation, on pouvait faire de la formation d'élus, on travaillait aussi beaucoup au niveau des institutions. Maintenant, en fait, on fait des ODD Living Lab, c'est-à-dire qu'on crée des espaces avec les gens, avec les usagers, et là, notamment, avec la caisse d'allocation familiale, donc, qui, en France, assure justement tous les soutiens pour les familles les plus démunies notamment. Donc là, avec cette crise pandémique, avec cette pandémie, elle redéploie aussi ses actions, notamment auprès des étudiants aujourd'hui qui ont des difficultés pour se nourrir. Et en fait, dans ces ODD Living Lab, ce sur quoi on avance, c'est que les ODD, c'est de la systémie, c'est de la projection, c'est pouvoir se dire comment est-ce qu'on avance avec une vision à 2030, et donc en fait essayer de regarder le gap entre l'impact où on veut arriver et là où on est aujourd'hui, et donc réinterroger l'action qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est là en fait où à chaque fois on est sur cette logique de transformation. Et ce qu'on fait nous, c'est qu'on a créé avec d'autres associations des programmes qui travaillent vraiment sur les compétences pour inclure ces jeunes, mais aussi des familles aujourd'hui qui sont réfugiées, pour pouvoir en fait les amener à être force de proposition dans leur quartier. Et donc, par exemple, avec la ville de Paris, on avait eu un appui pour accompagner des centres sociaux qui travaillaient sur le budget participatif, mais faire en sorte que dans l'émergence des projets, on leur donne les grilles des ODD et qui parlent justement peut-être de ce qu'ils connaissaient déjà bien, c'était sur les inégalités ou l'éducation, mais qu'on mette en perspective les enjeux climat, la biodiversité. On part du principe, et ça on le connaît par cœur, de l'empowerment, c'est-à-dire qu'on est mieux préparé et on peut mieux s'adapter si effectivement il y a cet empowerment au départ. Mais on part aussi du principe qu'il peut y avoir dans certains quartiers aujourd'hui qui ne vont peut-être pas être la priorité, comme je le disais, sur un certain nombre d'investissements, sur bâtiments, transports ou autres, mais qu'eux peuvent être force de proposition. Et là, en fait, avec nos ODD Living Lab, par exemple, à Oujda, au Maroc, c'est un partenaire qui est impliqué avec nous, ils réfléchissent aux actions qui nuisent au bien-être des personnes dans leur quartier. Et donc, les enfants, en fait, ce qu'ils ont fait avec les ODD, donc en parlant de air, climat, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui brûlaient les pneus. Et donc, eux sont partis sur une logique de comment est-ce qu'on peut reconditionner les pneus, arrêter que les pneus brûlent. Et puis, ils ont, en utilisant les ODD, mobilisé leur quartier, donc des personnes qui sont très loin, en fait, normalement de la participation et des politiques publiques, et de disant, voilà, on a une responsabilité publique, mais avec vous, et comment est-ce qu'en se respectant chacun, on peut mieux améliorer notre aire de vie. Et donc, ce sont des choses qui continue, je pense, grâce aux ODD, après, à pouvoir aussi aller parler à son élu ou alors parler à l'entreprise à côté. Et c'est aussi ce qu'on essaie, nous, c'est le pari. Les ODD, c'est ça qui est bien, en fait, c'est que contrairement au développement durable en 92, on a attendu 10 ans pour avoir les outils au niveau des collectivités. Cette fois, on a le package, on a la théorie et les outils qui nous permettent d'avancer sur les territoires.
avec des indicateurs que certains territoires ont déjà avancés et des territoires. Et tout à l'heure, Samuel parlait de grandes métropoles. Il y a aujourd'hui des villes en France de 16 000, 20 000 habitants qui se saisissent aujourd'hui des ODD. Et puis, il y a même, avec l'association Notre Village, on peut voir qu'il y a des collectivités beaucoup plus petites. Ce qui est intéressant, c'est justement de forcer le dialogue territorial, de forcer l'expérimentation collective, de poser ensemble les priorités et d'agir en co-responsabilité. Et tout ça, c'est de la méthode. Et c'est de la méthode qui est nécessaire parce qu'on a besoin de transformer. Et une dernière chose, puisqu'en fait, il y aura plus de VLR, ce qui me semblerait hyper intéressant, c'est que ces VLR, à un moment, elles puissent être ouvertes aux citoyens et aux gens. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a une grammaire commune, mais que cette grammaire commune, elle arrive à être comprise jusqu'aux bénéficiaires en fait, des actions publiques, d'une certaine façon, puisqu'il y a des VLR, est-ce qu'elles peuvent à un moment être audibles, entendables vis-à-vis des citoyens? Parce qu'une dernière chose, quand on leur dit qu'en fait, il y a une cohérence et qu'il y a un plan mondial, aujourd'hui, ce n'est pas simple. C'est pas simple dans les quartiers, c'est simple pour personne, c'est pas simple pour les jeunes. Mais quand on leur dit qu'il y a ce plan, il y a d'autres plans, mais il y a celui-là, ça donne un soupçon d'espoir. Et notamment vis-à-vis des étudiants en France avec lesquels je travaille aussi, quand on leur dit, ben voilà, on peut pousser ça, ils se disent, ils sont plus dans le à quoi bon. C'est oui, vous avez raison en fait. Quitte à faire quelque chose, quitte à agir pour quelque chose, autant aller vers ce plan qui nous rassemble tous. Donc voilà. Merci Valia. Merci pour avoir reconnecté justement la grille des ODD dont on peut avoir parfois l'impression qu'elle est un petit peu hors sol parce que ça a été voté à l'échelle de l'ONU avec en fait des problématiques de quartier et donc montrer qu'au-delà aussi des institutions, quand on parle des territoires, on parle aussi des populations et donc du besoin de faire participer et de faire émerger les besoins depuis les usagers en fait, des services proposés par les villes. C'est tout le sens, je crois, de notre discussion entre les différents apports de nos intervenants. Je vous remercie tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et d'être intervenus aujourd'hui pour mettre en perspective ce rapport sur le climat et les territoires dans son approche avec les ODD. Je remercie tous les participants qui nous ont rejoints, à tous nos amis africains qui se sont connectés aujourd'hui et qui nous ont demandé aussi, qui nous ont posé des questions, ou qui se sont proposés pour présenter leurs initiatives. Je vous rappelle qu'à la mi-septembre, Climate Change organise le sommet Climate Change Afrique à Dakar. Et donc, je vous invite à prendre contact avec nous par email. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site internet. L'email, c'est association@climate-change.org. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente après-midi à tous et à toutes. Je vous invite à consulter le rapport si vous le souhaitez. Et j'espère vous revoir très prochainement à l'occasion d'autres événements de Climate Change. Bon après-midi, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au au revoir. Au revoir. Thanks, Alan. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci.